Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Mandarin TV Véronique Michel qui va nous raconter son expérience, sa vision de la Chine. Bonjour Véronique. Bonjour. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Je vous remercie. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je suis très heureuse d'avoir été invitée sur votre plateau. Donc oui, je vais me présenter. Je suis polyglotte, j'ai vécu dans beaucoup de pays, Écosse, Allemagne, Chine, Japon, Espagne. Et je suis passionnée par les langues et les cultures étrangères. J'ai écrit des livres, 3 ouvrages effectivement, sur la Chine. Donc le premier, La Chine branchée, qui est sorti aux éditions Sepia. Le deuxième, La communication à la chinoise, qui est aussi sorti aux éditions Sepia. Et aux États-Unis, j'ai sorti China Online chez Total Publishing. Donc ces 3 ouvrages nous parlent de la Chine moderne. Le premier, La Chine branchée, j'évoque les profils des nouveaux de la Chine moderne. Donc je parle à travers l'humour chinois, à travers les blagues, des nouveaux profils comme par exemple Tu Hao, les nouveaux riches par exemple, ou la Chengnu, la femme qui reste, ou encore la New Hanzel, donc la femme forte, comme on dit en Chine, ou d'autres profils que je trouve très intéressants et qui reflètent bien la Chine, la société contemporaine chinoise. D'accord. Je trouve ça très passionnant. Très bien. Là, on va le détailler un peu Oui, plus tout tard. à fait. Et votre deuxième livre? C'est La communication à la chinoise. Alors là, j'ai dû beaucoup observer les Chinois sur leur façon de communiquer entre eux, mais aussi la politesse, sur les notions de politesse, les notions de temps, la tradition, le rapport à l'autorité, que j'ai trouvé tout à fait passionnant. Voilà. Et China Online, en fait, c'est une traduction que j'ai faite moi-même de La Chine branchée en anglais, mais je l'ai un petit peu modifiée, mais il parle bien donc du langage des 700 millions d'internautes chinois. Il y a à peu près 700 millions d'internautes en Chine maintenant, et de leurs blagues, et que j'ai expliquées. D'accord. Donc on a compris, vous êtes amoureuse des langues, polyglotte, oui, tout à fait. Le chinois, l'allemand, le japonais et j'imagine beaucoup d'autres langues. Oui. Et d'ailleurs, vous vous êtes intéressée donc là dans ces livres au chinois. Alors le chinois, c'est une langue qui est quand même assez complexe et qui impressionne. Oui. D'où vous est venue justement cette passion, si je puis dire, pour la langue chinoise. En fait, comment ça a commencé? En fait, j'ai commencé à m'y intéresser il y a très longtemps, 1990 en fait. Parce qu'un jour, j'ai eu l'occasion de parler avec des Chinois qui m'ont montré des caractères chinois, qui m'ont expliqué ce qu'ils signifiaient. Et j'ai été très impressionnée. Et ça m'a rendue en fait très curieuse. Je voulais en savoir plus. Donc, j'ai commencé à apprendre le japonais et le chinois, donc ces langues, mais aussi, avant tout aussi le chinois, puisque les caractères viennent de Chine. Et bien plus tard, je suis allée étudier à l'université de Fudan, à Shanghai, et ensuite à l'université de Tsinghua. Et j'ai été, là encore une fois, très impressionnée par les professeurs qui vous donnaient vraiment envie d'en savoir plus. Moi, je suis assez passionnée déjà par les adages, les expressions idiomatiques, l'écriture. Et j'adore ce que les adages et la culture traditionnelle vous indique sur un pays. Mais pas seulement. Si j'aime les expressions idiomatiques, j'aime aussi la modernité. Et ça m'a intéressée. Un jour, j'étais sur l'internet chinois et j'ai découvert le langage des Martiens. Et là, j'étais vraiment incrédule et très étonnée. Vous avez fait des recherches sur le langage des Martiens? Un jour, oui, j'étais sur Internet chinois, je regardais et je suis tombée sur le langage des Martiens. Il y avait un traducteur, vous savez, on connaît tous les traducteurs Google Traduction, et c'était en fait un traducteur automatique du chinois mandarin au langage des Martiens. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc j'ai imprimé ce que j'ai trouvé et je suis allée voir des Chinois pour leur poser des questions. Ils m'ont dit... continue, tu vas trouver plein d'autres choses sur l'Internet. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est devenu une véritable passion. Parce que moi, j'adore les jeux de mots, et les rimes, l'esprit.
Vous savez, c'est dans la culture française, on adore l'esprit, oui. les beaux jeux de mots, l'humour, l'intelligence, on adore ça. Oui. Et j'en ai trouvé plein sur l'internet chinois. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai commencé à collecter des informations. J'ai passé des milliers d'heures sur l'internet. J'ai collecté les informations, je les ai triées, j'ai choisi celles qui me paraissaient, qui me semblaient être les plus pertinentes, celles qui pouvaient me révéler quelque chose sur la société moderne chinoise. Et j'ai posé des questions à des Chinois, alors toutes sortes de Chinois, des étudiants, toutes sortes de Chinois, des amis, vous voyez, régulièrement. Ensuite, si je trouvais que les informations que j'avais collectées sur la culture underground chinoise et sur la société moderne chinoise étaient pertinentes, je les traduisais et je les montrais à des Français tout à fait ordinaires pour voir leur réaction. Parce que c'est pas évident finalement, on peut comprendre des jeux de mots ou l'humour, parce que c'est souvent lié à la culture. En fait, chaque pays a son propre humour lié à sa culture. Alors comment est-ce que vous avez pu expliquer justement ces jeux de mots, ces blagues en fait à des Français qui n'ont pas forcément peut-être la culture chinoise en tête? Comment est-ce que ça s'est passé justement? Oui, c'est très intéressant. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des choses qui interpellaient aussi bien les Chinois que les étrangers. Bon, je n'ai pas seulement travaillé avec des Français, j'ai aussi posé des questions à des Allemands et des Anglais par exemple, parce que je voulais savoir si ça avait un écho chez eux. Ce que je cherchais, c'est de créer un trait d'union entre les cultures. Et j'avoue que ça a été assez passionnant. Tout d'abord parce que je remettais en cause l'image que les Français, par exemple mes amis français, avaient de la Chine, puisqu'ils ne connaissent pas du tout en fait. En général, ils ne connaissent pas vraiment la Chine, parce qu'ils étaient très impressionnés par les jeux de mots, par ces jeux de mots. Donc j'ai continué à les traduire et à leur montrer que la Chine, que la culture chinoise peut être vraiment extraordinaire, magique, poétique, à travers tous ces jeux de mots. Donc magique, poétique, sarcastique, ironique, tout ce qu'on aime. C'est comme ça que vous décrivez l'humour chinois? C'est l'esprit. Moi, je suis française, j'aime l'esprit. Je veux dire, c'est bien ancré dans la culture française. Et ça, j'ai retrouvé ça en Chine. Et ça, j'ai été très impressionnée. Et j'ai beaucoup aimé. C'est toutes ces rimes. Par exemple, il y a il y a des blagues qui sont très intéressantes. L'amour est... Alors voilà, voici une. L'amour est artistique, le mariage est une technique et le divorce est de l'arithmétique. Alors j'ai traduit cette blague chinoise avec la rime dans différentes langues. Et j'avoue que les gens sourient à chaque fois. Mais c'est intéressant. Cette blague est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle explique... Parce qu'il y a 30 ans de ça, les Chinois ne se divorçaient pas forcément. Maintenant, on divorce plus qu'avant. Et donc c'est drôle, mais en même temps, ça reflète une certaine réalité. Ça nous parle d'une réalité. Et ce n'est pas seulement en Chine. Et ce que je trouve extraordinaire, ce que certains de mes amis français m'ont dit, ils ont été très impressionnés par la création de ces nouveaux mots. Par exemple, la femme qui reste, chenue. Pour certains, c'est un peu péjoratif, mais je pense que c'est un mot qui va évoluer de toutes les façons. Mais ce phénomène n'existe pas seulement en Chine. Il existe au Japon, où j'ai vécu, il existe en Allemagne, il existe en France. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Chine, on va créer le mot. Alors que c'est finalement pour décrire un phénomène qui est généralisé. Oui, qui n'est pas... mais oui, j'ai vu même un article aux États-Unis sur l'internet américain sur The American Chenu. Alors ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que les étrangers vont parfois s'emparer de ces mots nouveaux pour parler de leur réalité à eux. Ça, c'est un phénomène qui va exister. Donc, il y a des blagues qui sont extraordinaires. Donc, moi, je parle de la Chine à travers ces blagues. Et à travers les profils, donc par exemple, les nouveaux profils, en France, tout le monde connaît les bourgeois bohèmes. Les bourgeois bohèmes. Mais en Chine, vous avez la tribu des coureurs de fond, vous avez la tribu des puces, vous avez la tribu du clair de lune. Et ça, c'est extraordinaire. J'en ai parlé dans La Chine branchée. Pourquoi j'en ai parlé? Parce qu'il nous parle de... toutes ces expressions, tous ces mots nous parlent d'une évolution de la société chinoise, l'évolution des relations hommes-femmes, l'évolution dans les familles, et ça, c'est fascinant.
Et c'est ce que vous essayez aussi de faire comprendre quand vous faites des conférences à des étudiants tout à fait. De plus en plus jeunes. Parfois, certains sont initiés à la langue chinoise, suivent des cours de langue chinoise. D'autres peut-être pas, sont simplement donc, curieux d'en savoir plus. Si est-ce que ça peut les intéresser et ça les fait peut-être justement changer d'avis. Et suite à vos conférences, peut-être il y en a même qui sont mis au chinois en fait pour mieux comprendre. Tout à fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, donc j'ai donné déjà des conférences à des experts. J'ai été invitée pour donner des conférences devant des professeurs de chinois. Mais ce que j'aime aussi et ce que j'aime beaucoup, c'est par exemple, j'étais invitée une fois à l'université de Besançon. J'avais plus de 100 personnes devant moi dans un amphithéâtre. J'étais très heureuse qu'ils se soient déplacés pour écouter ma présentation sur l'humour chinois. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, personne ne parlait chinois dans cette assemblée et ils ne connaissaient pas forcément la culture chinoise. Ce qui m'a plu, c'est qu'à la fin de la présentation, ils sont venus me voir et ils m'ont dit... Certains sont venus me voir et m'ont dit « Maintenant, je ne savais pas que la Chine c'était comme ça. » Et ça me plaît, parce que je remets un peu en cause les stéréotypes. Mais dans des présentations, je ne le fais pas seulement pour la Chine, mais je le fais pour l'Allemagne, par exemple, ou le Japon. Ça m'intéresse énormément de remettre en cause un peu tous ces stéréotypes qui ne reflètent pas toujours la réalité. Donc quand on parle d'humour chinois, en général... je contacte les écoles, les associations, même les mairies, pour donner mes présentations. Et au début, je donne des présentations sur l'humour chinois. Et en général, on me fait toujours répéter, parce qu'on me dit « l'humour chinois, c'est pas possible ». Si, je vous assure. Et donc, et ce que j'apprécie, par exemple, j'avais une école en Suisse que j'ai trouvée très intéressante, parce qu'ils m'ont contacté et ils m'ont dit « écoutez, nous, on a de plus en plus d'étudiants chinois, mais on ne les comprend pas forcément. Donc venez nous voir et donnez-nous une présentation sur l'humour chinois. » Et ça me plaît beaucoup, parce que c'est la preuve d'une ouverture d'esprit. C'est la capacité de se dire, bon, moi je ne sais pas tout, peut-être j'ai des choses à apprendre, et venez nous voir pour nous expliquer certaines choses. Mais mon travail s'adresse donc à des gens qui ne connaissent pas forcément la Chine et qui voudraient connaître l'humour chinois. En fait, toute personne peut lire vos livres. Tout à fait. J'ai beaucoup travaillé sur la pédagogie parce que j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de langues étrangères, et j'aime beaucoup travailler sur la méthode. Et je crois en la qualité et le plaisir. Je crois qu'on peut apprendre, qu'on peut créer un travail de qualité d'un point de vue pédagogique et qui donne envie d'apprendre avec le plaisir. Bien sûr, mon travail ne remplace pas une méthode traditionnelle, mais elle vient en support, parce que ça donne une autre vision de la Chine. Mais c'est quand même la Chine moderne. Vous avez 700 millions d'internautes chinois qui vous font des blagues, des buzz, mais enfin, les jeux de mots chinois, c'est dans la tradition chinoise. Ça se répercute très souvent dans le marketing. Oui. Parfois, peut-être pas assez souvent, mais ça se répercute parfois dans le marketing. Si, mais c'est extraordinaire. Vous avez des jeux de mots chinois, vous savez, ils prennent des adages et ils les changent pour faire une publicité. Je trouve ça extraordinaire. Mais vous savez que ça, c'est un mouvement qui, en Allemagne, devient à la mode. Il y a quelques années, ce n'était pas à la mode. Mais maintenant, ça devient à la mode. On fait des jeux de mots dans les publicités en Allemagne. C'est une réelle évolution, justement. Parce que à travers vos livres, finalement, vous observez, donc vous décryptez, et vous analysez aussi. Et selon vous, en fait, vous avez commencé à peu près à vous intéresser à la langue chinoise en 90. Tout à l'heure, vous disiez à peu près, on va dire. J'ai arrêté un peu, je suis allée dans différents pays, mais j'y suis revenue parce que je trouve ça passionnant. Et à travers toutes ces années, en fait, justement, à travers vos observations, pour vous, quelles sont les réelles évolutions? Vers quoi on tend? Qu'est-ce qu'on peut souligner? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que d'abord, il y a une grande ouverture d'esprit. C'est assez fascinant parce qu'en Chine, vous avez des mélanges. Alors, il y a le mélange de la tradition et de la culture moderne. Et la culture moderne, c'est quoi? Ils sont ouverts à tout. Ils peuvent aussi bien regarder des films coréens que des films français ou des films américains. De s'inspirer de la mythologie chinoise, extraordinaire, d'utiliser des adages ou des expressions idiomatiques qui ont fait le buzz, ou des blagues qui ont fait le buzz sur Internet. Ça, c'est extraordinaire. Mais ça, après, vous le retrouvez dans le marketing. C'est extraordinaire parce que vous voyez ces mots nouveaux, ces blagues. Ils sont reprises dans les émissions chinoises à la télévision parce qu'elles veulent attirer les jeunes. D'accord. Mais pas seulement. Après, on peut les retrouver dans la publicité. Moi, j'ai vu une fois une publicité à Paris. J'ai beaucoup aimé. C'était une entreprise française. C'était pour les téléphones portables.
Et ils avaient utilisé un mot qui était à la mode en Chine. Bon, c'était une publicité pour les Chinois de Paris. Ça m'a beaucoup plu. Ouais. Mais ces mots sont repris. C'est rare que ces mots soient repris. Hein. Vous avez aussi une grande entreprise américaine, une multinationale, qui a repris tous ces mots, toutes ces tribus dont je parle dans mes ouvrages, pour faire une énorme campagne marketing, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut reprendre ces mots pour avoir une certaine popularité. C'est passionnant. Et de voir comment ces mots nouveaux, ces blagues sont recyclés, c'est extraordinaire. Leur évolution. Vous disiez d'ailleurs que peut-être la langue chinoise était plus riche pour les jeux de mots, notamment parce qu'il y avait beaucoup de tons sur la phonétique, sur la prononciation. Et j'imagine que quand vous étiez en Chine, vous avez peut-être eu affaire à des situations très marrantes, très embarrassantes. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes justement de ces jeux de mots qui peuvent parfois faire rire ou embarrasser? Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ce soit en Chine ou par exemple avec mes amis chinois qui habitent à l'étranger, parfois ils me disent mais... Je peux vous donner une anecdote en France et en Allemagne. Par exemple, j'ai une amie que j'adore qui habitait en Allemagne et qui me dit oui, je ne comprends pas, je suis allée sur le marché et j'ai voulu lui expliquer que je voulais, je crois que je voulais un certain nombre de pommes et j'ai fait ça et il n'a pas compris ce que j'ai fait. J'ai dit oui, effectivement, il ne peut pas savoir parce qu'en Allemagne, ça n'existe pas, ce chiffre n'existe pas. Et c'est une amie qui est française ou qui est chinoise qui habite en Allemagne. Et une autre amie chinoise qui habite à Paris et qui elle me disait toujours, mais j'ai des problèmes avec les taxis, ils sont méchants, ils ne s'arrêtent jamais quand je les appelle. Je dis oui, comment tu fais pour les appeler? Elle me dit, je fais ça. Je dis oui, mais en France, ça veut dire ça ne veut pas dire venir. Et là, elle a compris. Vous savez, des fois, il y a des malentendus simplement parce qu'on ne se connaît pas. Alors, je parle ça peut être des choses simples, mais des fois, ça peut devenir plus complexe. Hein. Par exemple, les notions de temps, de politesse, ce n'est pas forcément la même chose d'un pays à un autre. Donc, parfois, il faut montrer une certaine ouverture d'esprit, essayer de comprendre, oui, pourquoi c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des différences soit de culture ou soit justement par rapport à la prononciation? Tout à l'heure, ce que vous faisiez comme ça, oui, tout à fait. Rappeler aux internautes, c'est le chiffre 7. En fait, il y a un langage 1, 2, on parle en fait avec les doigts et c'est pas forcément la même chose qu'ici en France. 10 par exemple, c'est ça? Tout à fait. Ou ça. Voilà, ou ça. Chez nous, ça veut dire mentir. Exactement. Comme ça. Vous avez le chiffre 10 en Chine. Et c'est intéressant. Vous savez, moi j'ai vécu, que ce soit dans différents pays, j'ai vu par rapport aux gestes, à la gestuelle ou par rapport... oui, à la gestuelle, c'est très intéressant. C'est différent d'un pays. Il y a aussi donc, la culture, par exemple, aux dates, la Saint-Valentin en Chine, avec la signification, 11, racontez-nous. C'est extraordinaire. Oui, les chiffres, c'est vrai qu'ils ont une importance en Chine, parce qu'ils peuvent parler. 521, ça veut dire je t'aime. C'est très beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup le romantisme, donc 521, c'est très joli. Ou par exemple, si un homme offre un iPhone à une femme, en Chine, ça peut vouloir dire je t'aime à la folie, puisque c'est iPhone. Ou par exemple, si un homme offre 9 roses à une femme, ça veut dire je t'aime pour toujours. Ça, c'est beau. Moi, je trouve ça très beau. Et j'aime beaucoup aussi, parfois, c'est la traduction de certains mots. Par exemple, la traduction chinoise pour mini-jupe, mini-chun, alors c'est magnifique, c'est la jupe qui vous fait tourner les têtes. Ou par exemple, le playboy, et ça veut dire, en chinois, ça a été traduit par un prince entouré de fleurs. Il y a des choses que je trouve magnifiques. Et il y a ce que j'aime bien aussi, c'est cet engouement pour les Chinois à tout fêter. Alors, il y a plein de Saint-Valentin. Ils fêtent même la Saint-Valentin. Vous savez, au Japon, il y a une deuxième Saint-Valentin, on donne du chocolat blanc. La première, on donne du chocolat blanc. La deuxième, on rend à la personne le chocolat qu'elle vous a offert. Enfin, on lui offre du chocolat. Et je trouve ça génial. Mais vous fêtez toutes les fêtes. Moi, ça me plaît beaucoup. Cet engouement pour faire toutes les fêtes. Et aussi, par exemple, le 11 novembre. C'est extraordinaire. Parce que le 11 novembre, ça commence à changer. Hein. Parce que normalement, c'est pour se faire un cadeau à soi-même, puisqu'on est 4 fois le mot 1, c'est je meurs, je suis seule. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est peut-être inventé, on peut dire que c'est commercial, mais bon, tout est propice à faire la fête. Hein. Et moi, ça me plaît.
Et ça me ressemble beaucoup. En France, bon, on est un petit peu moins à fêter tout, à faire la fête pour tout. Oui. Et en fait, si là, je comprends bien ce que vous me dites, il y a des choses, des incompréhensions entre les Français et les Chinois qui sont simplement dues à simplement un petit malentendu ou des choses toutes simples, qui n'ont pas compris au début, mais qui ne sont pas liées à la culture, on va dire, profonde, à des choses historiques, mais simplement des gestes. Et est-ce que selon vous, ou peut-être qu'il y en a, mais est-ce qu'il y a actuellement, il y a des artistes qui collaborent peut-être ensemble ou qui font des one-man shows ou autre chose pour faire justement chacun un artiste chinois en France qui pourrait justement populariser, on va dire, l'humour chinois et inversement l'artiste français qui pourrait peut-être s'exporter en Chine ou qui ferait un show en anglais. Mais est-ce que voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire davantage pour justement aider en fait à se comprendre? Je crois déjà qu'il faut en parler. Il faut qu'on parle de ces différences culturelles à travers l'humour. Et je vous l'ai dit, moi je fais pour la Chine, mais je le fais aussi pour d'autres pays, pour l'Allemagne et le Japon, parce que je trouve que c'est des pays qui sont aperçus. C'est étonnant l'image qu'on a de ces pays-là en France. C'est pas seulement la Chine. On parle de la Chine, c'est normal, mais vous seriez étonné parce qu'en fait, je trouve qu'il y a des perceptions, des stéréotypes qui sont pas tout à fait vrais, qu'on pourrait remettre en cause. Donc voilà, dans la Chine branchée, j'ai abordé les différents profils. Par exemple, les coureurs de fond, qui je pense représentent bien la société moderne chinoise. La tribu des puces, donc la tribu de ceux qui changent d'entreprise rapidement pour un salaire plus élevé. Je parle aussi de la tribu des fourmis, parce que c'est très intéressant, puisque c'est une expression qui a été créée par des sociologues chinois et qui évoque tous ces jeunes Chinois diplômés qui partent des campagnes et des petites villes pour aller dans les grandes métropoles comme Pékin, Shanghai. Ce sont eux qui sont quand même, je le pense, à l'origine de la montée en force de l'économie chinoise. Il y a aussi la tribu des hommes accessibles. Comment? Les hommes accessifs, c'est très intéressant parce que je trouve qu'il y a des nouveaux profils des hommes chinois. Et les hommes chinois évoluent. C'est pas du tout... ils ont beaucoup changé. Donc, ils s'écartent un peu de la tradition, tout comme le font les femmes chinoises. Ils veulent un peu se débarrasser du carcan des traditions. Ça, c'est passionnant. Donc ils veulent créer une société chinoise différente, moderne. C'est une société, pour moi, qui est toujours en mouvement, qui est toujours en transition. Ça évolue tout le temps, ça change tout le temps. C'est ça qui est assez extraordinaire. Les tribus pourront très bien changer. Peut-être que là, elles sont présentes là, au moment où on parle, mais peut-être que dans 10 ans, ces classes-là ne vont plus exister. On aura affaire à d'autres encore tribus qui vont C'est intéressant ce que vous dites, mais je pense que fondamentalement, les tribus dont je parle, elles sont là pour longtemps. Et ce sont vraiment des catégories socio-professionnelles qui, je trouve, devraient être plus étudiées par tous ceux qui travaillent dans le marketing et la communication sur la Chine. Parce que ce sont des mots pertinents. En France, il y a les bourgeois bohèmes, les bobos. Mais en Chine, vous avez les coureurs de fond qui représentent vraiment très bien la société moderne chinoise. Est-ce que vous pouvez nous détailler justement un petit peu cette tribu-là? Vous dites coureurs de fond, mais c'est vrai que ça ne nous parle pas... Oui, la tribu des coureurs de fond... Si vous devez la décrire, cette tribu. C'est ceux qui veulent aller vite. Parce que, comme dit Confucius, avant 30 ans, il faut être établi. Qui ont beaucoup de responsabilités, qui veulent se marier rapidement, qui veulent s'occuper de leurs parents. Mais il faut aller vite. Et ça ressemble bien, j'aime bien ce mot, ce jeu de mots chinois. Vous savez, l'ambition, Baofu, ça rime comme Baofu, devenir riche rapidement. Ça me plaît beaucoup. C'est ça en fait, c'est ceux qui veulent aller très vite. Et il y a aussi la tribu les étudiants d'outre-mer. C'est extraordinaire, ce sont donc les Chinois qui sont allés étudier à l'étranger et qui reviennent avec des compétences nouvelles dans leur pays. Ils peuvent parfois se transformer en algues de mer. Ils ont d'ailleurs peut-être de culture un petit peu, puisqu'ils ont vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Mais c'est très bien. Ils reviennent avec une ouverture, avec peut-être... Tout à fait. Ils apportent des compétences différentes dans leur pays, c'est parfait. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, ils peuvent devenir des algues de mer, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas tout de suite du travail. Ça, c'est encore des jeux de mots.
Je vais vous les envoyer après. Donc vous avez les étudiants d'outre-mer, les algues de mer, vous avez la tribu à faible empreinte carbone. Moi, je trouve ça fascinant parce qu'en fait, en Chine, il y a le problème de l'environnement. Et ça interpelle de plus en plus de Chinois qui veulent vivre différemment. Ça, c'est important. Donc ça, c'est une tribu, à mon avis, qui va devenir de plus en plus importante dans les années à venir. Et ces tribus-là, c'est vous qui les qualifiez comme ça ou c'est la traduction du C'est ce que j'ai chinois trouvé sur l'Internet et c'est ce que j'ai pensé. Moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai choisi les catégories socio-professionnelles qui représentent le mieux la Chine. Ouais. Et ce sont des catégories qui ont été créées par des jeux de mots chinois ou par les Chinois eux-mêmes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller pirater leurs mots, d'aller les observer parce que ce sont les meilleurs analystes. Hein. C'est eux qui vont me parler d'eux-mêmes. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, je vais puiser dans leurs mots, je vais puiser dans leurs explications, dans leur interprétation, la façon dont ils se voient eux-mêmes. C'est fabuleux. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs quand vous avez tout l'Internet chinois, c'est extraordinaire, c'est une mine d'or. Et voilà, c'est ce que je dis toujours, en fait, les caractères chinois, ce sont les clés qui vous ouvrent des portes sur des trésors extraordinaires. Alors ça peut être la culture traditionnelle que j'adore, évidemment, les adages, la mythologie, j'adore ça, c'est évident. Mais pas seulement, c'est la culture underground, c'est la culture moderne qui vous parle de la Chine moderne. Ça, c'est extraordinaire. Donc, apprendre les Chinois, c'est fantastique. Je vous dis, moi, j'ai l'impression d'être comme Alice au pays des merveilles. Je prends les caractères chinois comme des clés. À chaque fois, j'ouvre une porte nouvelle et je suis toujours fascinée. C'est extraordinaire. Mais ce qui me plaît, effectivement, c'est les jeux d'esprit. J'aime beaucoup l'esprit. C'est plus fin, la tradition. Mais moi, c'est ce que j'ai choisi dans mon travail. Hein. J'ai pris le meilleur. Le meilleur. Et vous avez déjà pensé à l'inverse, peut-être écrire un livre sur les jeux de mots français, mais les expliquer donc aux Chinois, parce que les Chinois ne comprennent pas aussi forcément l'humour français. Écoutez, à l'inverse, dans l'autre sens, on peut... Vous venez de me donner l'idée. Mais ça m'arrive de donner des cours à l'université en Allemagne. Hein. Je donne des cours de français. Et effectivement, j'en parle parfois, je donne des blagues, des jeux de mots français parce que je me dis, ils ne connaissent pas forcément. Effectivement, les Allemands ne connaissent pas non plus. Vous voyez? Sans parler des voisins, des Chinois qui sont encore plus Et loin. j'ai pensé effectivement à faire... Effectivement, vous avez tout à fait raison. Et à votre avis, donc les jeux de mots chinois, la langue chinoise, comment est-ce que vous voyez justement l'avenir? Est-ce que pour vous, c'est un travail encore qui a besoin d'une dizaine d'années, de beaucoup de travail, ou on est proche justement de quelque chose pour approcher les deux peuples, la France et la Chine? Est-ce que vous pensez que le travail a déjà bien commencé et ça commence à s'ancrer, ou justement on est encore dans une période très difficile? C'est un travail sur le long terme, mais je trouve que ça en vaut la peine. D'accord. Et comme je vous l'ai dit, franchement, l'humour chinois, les jeux de mots, les rimes, les jeux avec les caractères chinois sont extraordinaires et ça vaut la peine, pour moi en tout cas, de les partager. Parce que c'est un grand plaisir, le plaisir de la magie des mots, de la poésie des mots, de l'humour. Et j'adore le partager. Véronique, quels sont vos projets? Comment vous souhaitez démocratiser davantage les jeux de mots chinois? Ça, c'est une très bonne question. En fait, là, je viens de finaliser un prochain livre que je voudrais faire paraître en France dans les mois à venir. Mais j'ai aussi beaucoup d'idées parce que je donne des présentations et je voudrais aussi donner des présentations sur l'humour chinois, pas seulement en France ou en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. Ça me plairait beaucoup. Faire aussi des petits spectacles parce que j'ai écrit une chanson chinoise et aussi je voudrais intégrer de la danse, etc. Mais des choses très novatrices parce que c'est une façon quand même très novatrice de parler de la Chine. Oui. Je voudrais aussi rencontrer des éditeurs étrangers pour pouvoir faire traduire mes livres et les faire connaître. Donc oui, j'ai beaucoup d'idées. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec Véronique Michel. D'ailleurs, ses coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Et je vous remercie de nous avoir suivis et je remercie Véronique Michel d'avoir été avec nous sur le plateau de Mandarin TV. C'est la fin de votre émission Vision Chine, Waigolun Kan Zhongguo. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode.